L'exposition permanente qu'on est en train de développer, c'est un énorme défi. Alors, le Musée de la civilisation, c'est un musée de société. On place l'être humain au centre de nos préoccupations, de nos actions, de nos thématiques. La rencontre, c'est central. Ce qui est le dénominateur commun, vraiment, c'est le territoire. Ici, on se trouve sur le site archéologique Cartier-Roberval. C'est le lieu d'implantation de la première colonie française en Amérique. Avant, c'était les Cris, les Inuits, les Naskapis allaient à la chasse de façon flamboyante. Disons qu'on a un calendrier assez serré, on va dire ça comme ça. Mais oui, il y a une petite fébrilité dans l'air. Je suis en grande confiance. Je visite le chantier de montage de l'exposition presque tous les jours. Je vais faire mon petit tour, je vois comment ça avance. D'abord, c'est un projet de longue haleine qui a été planifié depuis plusieurs années et on voit que la planification, bien, c'est payant. Je pense que ça va être une exposition qui va être marquante parce que on fait évoluer, grâce à cette exposition-là, le concept de l'exposition permanente. On développe une approche qui est moins historique ou chronologique, davantage thématique, donc vraiment comme on aime le faire au Musée de la civilisation. Je pense qu'on va donner à voir la société québécoise sous un autre angle ou sous d'autres angles, parce qu'il y en a plusieurs. Et ça va nous donner l'occasion de présenter le Québec d'une façon dont, je pense, ça n'a jamais été fait. Alors ici, on se trouve actuellement dans la section qui s'appelle le site archéologique Cartier-Roberval, la rencontre de deux mondes. L'expérience de cette zone-ci, c'est vraiment d'essayer de comprendre en fait comment la colonie s'est installée, comment la perspective des rencontres s'est maillée à différents points de vue, à travers l'expérience immersive que donne donc ce film qu'on appelle Vision du Cap-Rouge. Et en même temps, on va expliquer tout ça, mais d'un point de vue plus didactique avec la galerie d'objets. Et après ça, le même contenu est expliqué, mais en jouant. Donc pour nous, c'était 3 piliers d'apprentissage. De voir le jeu qui est derrière moi, d'imaginer les groupes scolaires, les gens en visite qui vont de manière assez amusante, je trouve, acquérir des connaissances et donc remplir une petite case de leur ligne du temps personnel. Avec ça, ben, je trouve ça bien intéressant, bien excitant. On a beaucoup de travail. En fait, on est en fin d'intégration, donc les objets sont pour la plupart rentrés. On doit travailler en fait la coordination avec les équipes techniques, les lumières, l'intégration des vidéos, donc tout le filage électrique qui est déjà passé. Et puis en parallèle, on gère tout ce qui est production graphique. Donc on finalise la relecture de nos textes qui sont prêts à être imprimés. Donc c'est vraiment plein de petits morceaux de puzzle qu'on essaie d'assembler. Mais c'est important de rappeler que tout ça, c'est un énorme travail d'équipe. Mais je dirais que le plancher est pas mal occupé par les équipes techniques qui font, c'est ça, le travail de finition. En fait, c'est vraiment leurs petites mains qui vont donner la touche lumineuse exceptionnelle d'un produit tel que le visiteur va le découvrir le jour de l'ouverture.
C'est fou, en fait, le progrès qui a été fait par l'équipe dans les derniers mois. On a placé la majorité des objets. On commence à installer, en fait, les textes d'exposition. On commence à placer les derniers éléments dans l'espace. Et c'est à la fois hyper impressionnant et extrêmement, extrêmement stressant d'être dans ces dernières semaines-là, en fait, avant l'ouverture. On veut bien faire les choses, on veut que ça soit apprécié du public. Puis en même temps, on ressent une grande fierté, je pense, toute l'équipe. L'avais-tu vu la version finale? Ben, j'ai pas vu. C'est l'automne de ce côté-là? Oui, on peut aller voir l'automne. Oui, c'est ça. Ah oui, printemps, on a tout nouveau là-dessus. Dans le cadre de mon travail, moi, spécifiquement, je suis responsable des textes d'exposition, puis je suis responsable aussi de l'impression de tous les éléments graphiques dans la salle. Donc, ça fait en sorte que, ben, on a des petits changements de dernière minute. Il faut s'assurer que le bon objet est à la bonne place dans la vignette qui va être imprimée, déposée à côté des objets, pour s'assurer, en fait, qu'on puisse tout placer ça dans l'espace avant l'ouverture. Des fois, quand je vois mon rôle adjointe à la réalisation, je le vois comme chargée de projet junior. C'est-à-dire qu'il y a un certain stade dans un projet d'exposition où je vais vraiment prendre en charge la production de petits projets à travers un grand projet comme celui de l'exposition. La quantité d'intervenants qu'on est dans ce projet-là et la quantité d'informations qu'il y a à transmettre constitue vraiment comme un défi là, de coordination. Mais je pense aussi qu'on a une belle synergie dans l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde a le même objectif. Puis ça facilite beaucoup le travail. Moi, ce qui me surprend, en fait, c'est comment le concept de l'exposition est resté le même. L'idée des pavillons est restée la même. La plupart des dispositifs numériques qu'on a imaginés dans l'espace sont quasiment pareils à ce qu'on avait imaginé. Donc, je dirais que dans l'ensemble, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voulait faire il y a déjà 4 ans. Les dernières années, ça a vraiment été de mettre ça en place, d'affiner les contenus, de s'assurer qu'on a une approche qui est respectueuse, qu'on a une approche qui est scientifiquement valable. Là, on est un peu dans la frénésie là, des dernières semaines, mais dans l'ensemble, ça fait plus de 6 ans que l'équipe se rencontre de façon régulière. Donc, on était prêts pour ça, en fait. On s'était préparé pour cette période-là un peu folle du montage et de l'ouverture de l'exposition. Il y a un peu de nous, un peu partout aussi dans la salle, puis ça va rester super longtemps, puis ça va être pour toujours dans l'histoire du musée aussi, donc c'est vraiment le fun. Dans l'équipe audiovisuelle, on fait autant de l'éclairage que de la projection que du son. Souvent, les deux vont interagir ensemble, donc c'est pour ça que c'est bien que ce soit la même équipe qui travaille sur les deux. On ne voudrait pas que l'éclairage nuise à la projection et vice-versa. Donc, quand on monte les plans d'éclairage, les plans de projection sont dans le même plan, donc on s'assure qu'il n'y aura pas d'interférence. C'est sûr que dans les collections du musée, il y a tellement d'objets variés, donc on a des petites perles grosses comme ça à des corbillards d'apparat qui sont gigantesques. Donc, bien sûr, ça va changer la manière qu'on éclaire l'objet. Il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça. Donc, juste la forme de l'objet, quand on éclaire une chaise, par exemple, c'est pas la même géométrie. Il va falloir l'éclairer pour pouvoir bien mettre en valeur l'objet. Donc, la forme de l'objet a un gros impact. Il y a aussi des normes à respecter. Donc, selon le matériau de l'objet, on a des luxes qu'on va devoir respecter. Donc, on voit sur l'objet, il y a du tissu. Donc, les normes de conservation pour des objets comme ça, ça va être de maxer à 50 lux l'éclairage. Donc, il va falloir s'assurer que cette chaise-là est un petit peu moins exposée parce qu'à long terme, surtout une exposition comme ça ici qui va rester 10 ans, peut-être même plus, ça peut dégrader les tissus et les objets plus sensibles. Donc, dans un chemin comme ça, avec plein de chaises, bien, on peut se dire, OK, là, il y a du tissu, donc il va falloir faire attention. Le bois, c'est moins sensible, on va pouvoir peut-être mettre un petit peu plus d'éclairage. Donc ici, encore là, tissu, même chose. Donc, tous les objets, on doit les gérer
indépendamment, disons. Donc, dans une vitrine qui est remplie d'une cinquantaine d'objets, des fois, ça peut être un peu plus complexe. Quand les objets sont comme ça puis sont assez séparés, bien, c'est un petit peu plus facile de gérer l'éclairage. On se retrouve dans la zone vivre, où on évoque vraiment les différents paysages du Québec ainsi que le passage des saisons puis comment on habite ces différents endroits-là. Nous, avec l'équipe créative, on part toujours, bien évidemment, du contenu, mais aussi de quelle émotion on veut faire vivre aux visiteurs. On est un musée qui se définit beaucoup par ce véhicule émotif-là. Donc, nous, dans cette zone-ci, c'était vraiment de s'immerger dans les différents paysages du Québec, mais aussi dans les souvenirs que ces paysages évoquent là, à travers le fil des saisons. Donc, un mix entre quelque chose de réconfortant, une découverte, mais aussi une appartenance là, à ces paysages-là. On a la fresque ici, mais dans la portion centrale, là, on a vraiment des photos de famille. Donc, on a fait un appel à tous, autant les employés du musée que des gens à l'externe, mais pour nous fournir des photos de famille qui représentent comment on vit ces saisons-là puis comment on se les approprie au Québec. Donc, cette portion-là se retrouve au centre d'installation, dans un cocon un petit peu plus intime. Donc, c'est certain, là, les gens, on s'attend à ce qu'ils discutent de leurs souvenirs, qu'ils tombent dans des moments nostalgiques, tout en étant immergés dans le paysage. Donc, c'est deux choses qui se répondent. C'est difficile d'avoir du recul à ce stade-ci. On travaille très fort depuis déjà un bon moment à fond dans la salle. Le travail d'équipe, la cohérence des dispositifs, le fait que contenu et contenant se répondent tout le temps, l'émotion ultimement qu'on véhiculera à travers cette exposition-là qui, je pense, me rend le plus fier à ce stade-ci, mais j'espère découvrir d'autres choses quand je reviendrai après un petit break. Là. Ici, dans l'exposition, le concept que la designer Elisabeth Moisan a développé, on est dans un parc. Alors, à un moment donné, dans une séance d'idéation, est venue sur le plancher l'idée d'avoir des petits animaux qui seraient destinés aux enfants, qui feraient une sorte de chercher-trouve dans toute l'exposition. On s'est questionné quels pourraient être ces animaux-là. Puis, on a opté pour l'écureuil, qui est assez apprécié du public. Mais on a quand même pris le temps de valider que l'écureuil était vraiment une espèce locale pour s'assurer de la rigueur scientifique de notre choix. Il y en a un pour chaque zone, certains autres qui sont cachés, mais la meilleure manière de les voir, c'est de monter dans la cabane. La cabane, ça fait vraiment partie d'un geste éducatif, en fait. On souhaite que les enfants grimpent et qu'ils aient une autre perspective sur la salle, sur l'exposition. Parce que ça faisait partie aussi de l'idée de montrer le Québec autrement. Là, on l'a pris au sens physique, donc grimper pour voir autrement. On est dans la zone 6, qui s'appelle Appartenir. Donc, c'est la zone vraiment plus avec des extraits littéraires. C'est un abécédaire où chaque lettre est accompagnée d'un extrait de texte d'un auteur et autrice québécois et québécoise. Je me sens bien parce que c'est beau, parce que là, les lumières commencent à être intégrées. On voit les panneaux qui s'allument, les textes sont mis en valeur. Moi, je trouve ça très, très beau. Enfin, on voit qu'est-ce qui a été pensé par les designers, par les chargés de projet, puis de voir que c'est presque fini et c'est de voir justement le résultat ou le quasi-résultat final de la pensée de l'équipe. Et c'est ça qui est beau. Il y a encore du travail à faire. On est la veille de l'inauguration de l'exposition permanente Le Québec autrement dit.
C'est fébrile. Disons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour un dernier 24 heures. C'est un corpus énorme qu'on a probablement jamais exposé autant d'objets en même temps dans une même salle. On n'est pas loin de 1400 objets. C'est un gros défi. C'est quoi ta préférée? Ta vitrine préférée? Mes vitrines préférées? Moi, je les aime toutes. C'est dur à dire parce que quand on avait fini une, on trouvait que c'était notre préférée. Puis après ça, on faisait l'autre, puis ça devenait notre préférée. Mais j'aime, moi, ici, l'espèce de petit dialogue entre la tablette les chaussures. Les petites chaussures ici. Une collection dans un musée de société, il y a toujours la dimension humaine qui est là. Il y a toujours la dimension humaine qui est liée à chacun de ces objets parce que c'est des objets qui ont été utilisés par les gens. C'est des objets qui racontent la vie de personnes en particulier. Donc, ils ont tous cette singularité-là. Puis en même temps, on peut les utiliser de différentes façons. Je suis vraiment heureuse du résultat, puis je pense qu'on est dans la zone de la salle qui nous présente bien ici. On est dans l'espace qui est le plus ouvert, finalement. Puis on a vraiment le plafond qui est bien mis en évidence, ce que je souhaitais faire, dans le fond, redonner à l'architecture son lustre. Cette salle-là est magnifique. Puis on avait perdu cette amplitude-là des plafonds, cette immensité-là de la salle. C'est quelque chose qui me semble réussi. Cette chaise-là aussi est impressionnante. Oui, oui. Oui, pour la charge. Oui, oui. La charge de l'objet. Vraiment. Bien, ils ont tous un petit quelque chose. Hein? Ils ont tous, je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose, je vais le dire, là, d'assez exceptionnel, je dirais. De travailler avec des chaises pour passer un contenu qui est souvent peut-être un peu plus aride, ou une ligne de temps... On a ça souvent dans les expositions, puis on ne sait plus comment inventer la ligne de temps. Puis là, vraiment, cette idée de travailler avec les chaises dans sa dimension métaphorique, hein, la chaise, c'est une place pour chacun. La dimension inclusive est très importante. Alors, c'est ce qui est derrière aussi, là. Ça aussi, c'est chouette, hein? Ce qui a été complexe, c'est que j'ai dû penser au design, à l'installation des objets avant que ceux-ci soient choisis définitivement. On avait une idée du corpus d'objets qu'on voulait utiliser, mais on les avait pas choisis. Donc, il a fallu que je crée des espaces qui pouvaient être un peu flexibles. Oui. Habituellement, on dessine les vitrines et tout le design de l'exposition quand on est un petit peu plus avancé au niveau du choix des objets et du contenu. Mais là, il a fallu que ça se fasse un petit peu en précipité, étant donné la grandeur de la salle et le délai de l'exposition, le délai qui peut paraître long quand on parle de 5 ou 6 ans, mais qui est court, finalement, pour réaliser une exposition de cette ampleur-là. Ce qui a été le plus ardu, c'est d'avoir l'assurance qu'on va arriver au bout, d'arrêter de sentir ce vertige-là qui fait en sorte qu'on se dit, mon Dieu, que c'est gros, va-tu arriver? Tu sais, c'est véritablement un sentiment, moi, en tout cas, pour ma part, c'est vertigineux. Puis tranquillement, une journée, une semaine après l'autre, on finissait par sentir que ça s'en venait. Mais même au début du montage, on se parlait, Elisabeth puis moi, puis je disais, t'as-tu l'impression d'être à côté de tes souliers des fois? Bonjour Valérie! Lorsque le projet a démarré, j'avais le souhait de travailler sur ce projet-là, bien entendu. Ça m'a amené à pouvoir travailler avec ma collègue Valérie Laforge. Ça a été vraiment très agréable. On a eu un plaisir professionnel très, très grand, là, tous les deux, à essayer de définir quels objets on allait présenter et tout ça. Donc, ça a été un travail très agréable. On a aussi voulu, par le biais de la démarche, c'est-à-dire le choix des objets, être le plus représentatif possible de l'ensemble des nations autochtones. Donc, ça a été essentiellement l'exercice que j'ai fait. TAC qui nous permet de remonter assez loin dans l'histoire des premiers pas. Il y a l'art rupestre également qui est sans école. Le travail s'est fait de manière respectueuse. On a bien retenu ce que le comité nous disait. Il reste à passer le test. Finalement, c'est un peu ça qui arrive aujourd'hui. Je pense qu'il faut approcher cet événement-là, de cette visite-là avec les comités de manière humble, ouverte et être prêt aussi à recevoir des commentaires et même des critiques et à se dire, OK, bien, tenons en compte pour peut-être
apporter certains correctifs. Mais je pense qu'on est sur un projet qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà proposé dans le passé pour le sujet qui est traité, à savoir le Québec, son histoire, sa réalité contemporaine, donc à travers un pluralisme des voix. J'ai confiance que ce sera apprécié, mais évidemment, on ne crie pas victoire trop vite. C'est réjouissant de voir que le Musée de la civilisation a ce souci-là, de faire de la place aux voix qui ont pu être un peu mises de côté auparavant. Et c'est pas réglé complètement encore aujourd'hui sur le plan général. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on avance. Notre appel à objet émis en 2022. Les populations, les archéologues ont classé les populations autochtones par différents noms. Attirer votre attention sur quelques artefacts significatifs. Durant tout le 16e siècle, pêcher la morue, chasser la baleine, on en a un écho ici, l'orfèvre de baleine. Monsieur Paradis vendait des hot dogs, du café, des tablettes de chocolat. J'ai une immense fierté à avoir travaillé sur ce projet-là. Je pense que les gens vont être très touchés par l'exposition. Je pense que les gens vont aussi beaucoup se reconnaître dans cette exposition-là, dans les objets qui ont été choisis. Ils vont reconnaître leur enfance, reconnaître leur territoire. C'est aussi toute la démarche qu'il y a derrière ça, qui, je crois, transparaît quand même très, très bien dans la salle. Puis je pense que quand c'est bien fait, on s'en rend presque pas compte. Donc c'est un peu ça aussi qui me rend fière. On est très heureux de ce qu'on livre. En fait, c'est une exposition de référence pour nous sur laquelle on a travaillé depuis des années. Moi, j'ai la chance d'avoir été nommée sur le projet il y a 6 ans. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine dont on peut, oui, être fier. Je crois vraiment que les gens vont beaucoup aimer cette expo-là. Parce qu'il y a une belle sensibilité à tout niveau. Ce que je suis le plus fier vraiment, c'est de contribuer à l'essor et à l'utilisation et la diffusion des créateurs d'ici. C'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir, de voir que les gens ont confiance en nous et qu'on va mettre de l'avant leur création. Les objets, nous, on ne fait que passer dans leur vie.
et nous survivent. Alors, il faut qu'ils soient là aussi pour mes arrière-petits-enfants, pour qu'ils puissent aussi les admirer puis apprendre ce que les objets ont à nous dire.